Ce que Bonjour. je fais régulièrement, c'est de montrer un petit choix qui permet à tout le monde de capturer. Voilà, moi j'ai choisi ça de la bibliographie de François Bon. Et donc, si vous voulez faire une capture d'écran, puisqu'on va parler des années 75 à 95, mais pas seulement, évidemment. Et je remercie François Bon d'être avec nous. Quel Bon, honneur. t'arrêtes les salam alek, là. Et donc, j'ai prévu 12 images. Et si on commence tout de suite, ton premier livre sort en 82 et il s'appelle Sortie d'usine. Et je voulais te poser une question tout à fait amusante et simple. C'est quand il a été réédité, il a une image comme ça. Est-ce que tu choisis les images dessus ou est-ce que c'était imposé par l'éditeur à ce moment-là? Et est-ce que c'est bien d'avoir une image sur un bouquin? Euh, En l'occurrence, quand j'ai publié mon premier bouquin, donc j'avais 29 ans, et à l'époque, je, je, je- je ne faisais pas de photos. Je me souviens même à Moscou d'avoir acheté un appareil photo parce qu'on était obligé de dépenser de l'argent sur place. Quand je fais un chantier de 3 mois, là, qui était très important pour moi, pour me mettre à écrire. Mais je pratiquais pas du tout la photo. Et les archives, par exemple, sur ces questions d'usine, elles sont très rares, quoi. On a des photos de machines, c'est tout. Et Minuit, ils ont une maquette pour le poche. Donc, il leur fallait une image. Et en l'occurrence, c'est une petite fonderie qui est vers Rochefort, je crois, ou vers Rodez, je ne sais plus. Et c'est une photo de mon frère, Jacques. Donc, rien à voir avec l'usine initiale. Mais on voulait juste un truc un peu abstrait qui coïncide. Ah, ça va, Et, c'est pas si difficile ta question. Je me suis Et, tiré plus que et 11. comme le sujet, c'est celui de l'auteur que tu es ou que tu veux pas que je t'appelle comme ça, mais aussi des images parce que tu les connais très bien pour t'en servir, tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. C'est mieux quand il n'y a pas d'image ou l'image va induire quelque chose qui va aider à entrer dans le livre. Ça te gêne ça ou c'est Euh, pas un sujet pour quelqu'un qui écrit? c'est un sujet évidemment, mais c'est pas un sujet qui existait au moment de sortie d'usine. On faisait des livres. Et je pense que vous en avez parlé la semaine dernière avec Benoît Peters. Là, c'est exactement le moment où lui a commencé à publier comment il appelle ça, des romans photos ou des Oui, ciné-romans, oui, oui. en utilisant la photo pour de la narration. Moi, là, pour moi, longtemps, le schéma, c'était celui de Flaubert quand il fait son voyage d'Orient avec Maxime Ducamp. Et Ducamp, qui est quand même pas, c'est pas n'importe qui, c'est le gars qui sont dédiés les fleurs du mal. Et on est en 1845, il fait les premières photos, par exemple, du port du Caire. Et il y a une lettre de Flaubert totalement incendiaire. Ouais, moi, lui, il lui faut 3 heures avec ses plaques de verre pour faire ses trucs, alors que le travail d'un écrivain, c'est de rendre ça par la langue, fabriquer des images avec les mots, etc., etc. Et cetera. Et moi, j'étais dans ce schéma-là très, très, très longtemps. Alors que, évidemment, aujourd'hui, peut-être qu'on se pose les questions différemment, puisqu'on est tous à pratiquer. Enfin, pour moi, le point important, c'est qu'on est tous capables de se servir d'un machin comme ça, un musicien qui n'enregistrerait pas, ça n'existe pas. Et que par contre, quand on travaille en équipe, on peut retrouver être celui qui s'occupe plutôt des mots, celui qui s'occupe plutôt de la caméra, etc., etc. Mais n'importe quel travail aujourd'hui est transdiscipline. Mais ça ne se posait pas du tout à l'époque, Et est-ce en que tout cas j'ai mis pour moi. la quatrième de couverture où Dominique Viard parle cite Pierre Bergogneau, sortie d'usine en 82, s'impose comme un coup de force. Le roman faisait en 4 semaines le tour d'une aliénation vécue de l'intérieur, évoquant le plus terrible accident, mutilation, aliénation au travail. Ce qui est particulier à ton travail dans ces années-là au début, mais on le retrouve en filigrane à beaucoup de moments, c'est le rapport au travail, justement. Ce qu'on va retrouver euh, dans celui-ci qui est plus récent, 2004, euh, le travail sorti d'usine, ou Déou, c'est une partie de ton écriture importante dans ces années 80. Bah, enfin, moi, ça m'intéresse pas trop, ça. C'est-à-dire,
j'ai eu la chance de le comprendre. Enfin, ce que j'ai eu la chance de comprendre justement au moment de sortie d'usine, c'est que c'est l'idée de William Faulkner qu'on a tous un petit timbre-poste. Et puis ce timbre-poste, la difficile, c'est de le trouver. Mais quand on l'a trouvé, après, il faut creuser dedans. Et moi, mon timbre-poste, c'est la maison d'enfance, c'est le garage de mon grand-père. Puis que quand on était dans la cuisine, il y avait une porte, on poussait la porte et était sur le pont élévateur, le compresseur, le tour, les boîtes de vitesse, etc., etc. Donc, mon jardin d'enfance, et ça, quand j'ai lu Proust, par exemple, qui a été extrêmement déclencheur pour moi, j'ai pas eu à me poser de questions, quoi. J'ai pris ce qui était mon... enfin, là où... On le sent si c'est juste ou pas juste. On sent qu'on a un endroit où on obéit. Je sais pas comment dire ça mieux. Et c'est pas une obéissance qui est méchante, mais c'est juste bizarre parce que dans la tradition française, mais justement là, tu vois, Minuit a choisi bon un universitaire super respectable et qui est devenu un ami en plus depuis, Dominique Viard, mais pour les universitaires, c'est bizarre que la littérature s'occupe du travail. Dans ce cas-là, c'est de la littérature sociale, c'est de la littérature ouvrière. Eh ben, excuse-moi, mais des outils enfin, c'est cette exclusion qui est bizarre. C'est pas moi qui suis bizarre, c'est cette tradition de l'exclusion, de qualifier quand ça parle pas des bourgeois, c'est louche quoi. Ça c'est pas. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment guéri de ça encore. Ce qui est curieux en plus, C'est pareil pour les banlieues. C'est pareil, dès que tu écris sur la ville, ah oui, le mec, il écrit sur la périphérie, il écrit sur la banlieue. Quand tu es à Évry et que tu regardes, que tu me racontes les architectures, que tu me racontes le street art, que tu me racontes tout ça, ou qu'on regarde les flux d'énergie, les câblages de câbles et les trucs comme ça, on n'est pas dans on n'est pas dans une, c'est pas un camp bizarre, quoi. Donc moi, j'ai toujours simplement, et j'essaye de rester pas fidèle, mais de savoir à quel endroit j'ai justesse. Bah, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que quand tu as fait des ou et que l'adaptation au théâtre a eu du succès, ce qui fait que tu l'as arrêté aussi après. Parce que non, Daewoo, c'est spécial. C'est à ce moment-là, je faisais beaucoup d'ateliers d'écriture à Nancy avec Charles Torgman, c'est-à-dire qu'il m'avait demandé de venir dans son théâtre. Et moi, le théâtre, ça fait pas partie de mon histoire. Et quand je lui dis, mais moi, je vais pas m'improviser auteur de théâtre, ce serait un plumitif qui fait Et il m'a dit, bon, ben, viens, on fait des ateliers d'écriture, on apprend à travailler ensemble, et ça s'est super passé. Et puis, on a commencé à voir cette affaire de Daewoo, là, qui était une usine dans la Lorraine. Et pour moi, la Lorraine, c'était très important parce que quand j'étais étudiant, on y allait l'été pour faire des chantiers en intérim. Ça, c'est pas dans ta... Si, c'est dans ta période, c'est 73, 75 justement. Et pour moi, qui était à l'époque totalement séparé de tous les trucs d'art, sauf de lire des livres. Je crois que pour moi, le choc esthétique, mon premier choc esthétique, ça a été ces aciéries. Et ça aussi, ça compte. Mais les aciéries, dans leur force de corps, et je connaissais pas Fernand Léger ni rien, tu vois, c'était... euh, ouais, je crois que c'est la première chose qui m'a aidé à comprendre qu'il y avait que dans l'esthétique, comprendre ces changements d'échelle, comprendre cette force, comprendre cette beauté du feu, ce grand nuage qui partait en pleine nuit et tout ça. Euh, et, et quand je travaillais avec Charles à Nancy, ces aciéries, elles sont éteintes. Ensuite, on les a rasées. L'herbe reste plus grise parce que les sols sont pas dépollués. Et là, on a voulu mettre des usines de transformation. Donc, c'était des usines de téléviseurs, de micro-ondes qui employaient principalement des femmes avec un travail complètement sous-payé. Et puis, à un moment donné, même, je crois que c'est Juppé qui avait voulu revendre Daewoo pour 1 euro symbolique aux Coréens. Enfin, je fais des histoires comme ça. Enfin, c'était quand même assez lourd. Et tout d'un coup, ce groupe coréen décide de transporter
ces machines, enfin les chaînes de fabrication, tout emballées de beaux papiers bulles, en Turquie et en Pologne, pour continuer à faire là-bas bon, peu importe. Et avec Charles, on n'arrêtait pas de lire des articles dans le journal, on lisait les entretiens de ces jeunes femmes sur les insomnies, sur qu'est-ce qu'on peut retrouver comme boulot, est-ce que c'est la même chose de fabriquer des téléviseurs ou bien d'aller travailler dans un machin de toilettage pour chiens, etc. Et avec Charles, ça nous a pris. Écoute, on prend la bagnole et on y va. Et là, moi, ce qui s'est passé pour Déou, c'est que quand on est arrivé, on a commencé par aller à le bureau qui était dans un rez-de-chaussée de HLM de la boîte qui était censée aider les gens dans leur reconversion. Et là, on s'aperçoit que c'est fermé et on commence à enquêter. Et en fait, la boîte avait palpé tous les millions de la reconversion et elle s'était mise en faillite illico. C'est-à-dire que c'est une escroquerie monstre avec l'argent qu'aurait dû revenir à ces travailleuses. Et là, à partir de là, on s'est dit, bon, il n'y avait plus rien. Et moi, le choc, c'est que justement, bien avant sortie d'usine, mon premier boulot, quand j'étais viré de l'école ingénieur, j'étais entré en intérim dans une Thomson à Angers qui fabriquait déjà des téléviseurs. Et là encore, avec du travail féminin où tu attrapes le tournevis à main gauche, pendant ce temps, tu prends le fer à souder à main droite, avec les pieds, tu appuies sur le pédalier qui va faire tourner le châssis ou bien l'éjecter, etc. Et je me suis retrouvé dans justement un truc totalement autobiographique. Et avec Charlie, c'est pas une question de... J'ai pas essayé de faire du théâtre. J'ai fait une espèce de récit d'enquête à partir de quoi on a monté des scènes, quoi. À l'arrière de Parking, tu dis, c'était une de tes phrases, Parking est la commande d'un monologue de 26 minutes pour la télévision, puis 3 ans avec ce texte pourtant bref à portée de main, s'expliquer avec ce sentiment qu'on n'a pas le choix de comment et pourquoi un thème de travail, une histoire s'impose à vous, comment faire littérature de la frange la plus contemporaine des images de nos vies. Ce qui fait que c'est comme ça que tu réponds à ta remarque de tout à l'heure sur banlieue ou pas banlieue. C'est Paysage Faire vient de tes voyages en train, ça devient un petit film. C'est pas un traitement, un angle social aussi, c'est un angle visuel qui est un de tes points de départ, il me semble. Ouais, mais tout ça, c'est jamais pensé trop à l'avance, ces trucs-là, ou peut-être que justement, enfin, c'est ma limite, ou je sais pas, mais le truc de Parking, c'était vraiment une commande d'Arte. Et dans ce cas-là, c'était vraiment dire, tu livres un texte qui doit faire 20 minutes et qui peut être joué dans un lieu et un acteur. Encore quand on a triché, nous, on a mis un rôle muet, une actrice qui se baladait dans des écrans de surveillance. Et ça a été tourné à Paris dans un parking vide la nuit. Mais les images qui me revenaient, moi, enfin, c'est-à-dire ce avec quoi j'avais envie c'est pas envie, c'est se dire qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, avec quoi tu peux t'expliquer, et c'est important de s'en expliquer. Et moi, c'était juste une image de la naissance d'un de mes fils, c'était en 88. À ce moment-là, on avait passé 1 an à Berlin. Et quand on est arrivé pour l'accouchement, il a fallu que je laisse ma compagne. J'ai pas vu le gamin naître. Et par contre, dans l'administration allemande, il fallait absolument que j'ai le bulletin d'entrée. Et donc, on m'a envoyé et je suis allé dans des bureaux qu'on m'a montré, mais le gars était pas là. Il était parti dans une cafétéria. Le truc était éclairé, mais il y avait rien. Je reviens à l'entrée. Il y avait un gardien yougoslave qui parlait allemand comme moi je parlais allemand, c'est-à-dire ça devenait totalement l'échange. Et il jouait aux échecs par téléphone avec un autre dans une autre guérite. Et quand je suis rentré au bout de 40 minutes, l'enfant était né. Et le lendemain matin, à 4 heures, quand je redescends de l'étage, je tombe sur l'endroit où l'hôpital, pareil, directement en dessous l'étage de maternité, ils mettaient les morts à évacuer. C'est-à-dire, je tombe dans un endroit où il y avait 6 ou 7 morts. Et il y avait un truc sur le lit, le berceau de l'enfant, où les Allemands, ils écrivaient date de naissance de l'enfant, 26 mars 88, et puis juste en dessous, la ligne, c'était marqué date de décès de l'enfant.
Et là, tu te rends compte que les Allemands n'ont pas du tout le même rapport aux signes et tout ça. Et tout ça, ça se mélangeait dans cette image de salle vide avec ce gardien au milieu avec qui j'arrivais pas à parler. Donc, bah, voilà, c'est devenu après parking. Tu sais pas trop comment ça se goupille. On peut retrouver, je vais continuer, à partir de ce paysage faire, un petit film de 52 minutes produit par Arte, mais je vais continuer sur le sujet de la ville parce que j'ai pas choisi de te montrer Charles Scheller, qui est celui que tu aimes beaucoup, qui fait une sorte de géométrie de ville. Et que J'ai j'ai choisi, découvert beaucoup plus récemment, en fait. j'ai choisi de te faire parler de ce livre. Alors, parce qu'on a déjà parlé de Hopper. Celui-là n'est pas connu. Je vais y revenir juste après. Celui-ci est très très connu. Je voudrais juste citer Nighthawks 1942. Tu dis, saurions-nous même nous souvenir que le monde alors était en guerre? L'obligatoire Nighthawks, dans son destin de carte postale, a fait à lui seul moitié de la popularité de Hopper. Donc déjà, tu parles des images, mais de leur devenir carte postale, c'est-à-dire c'est pas juste une peinture devant toi. Et tu as une formule. Ceux qui m'écoutent savent que quand je suis admiratif, je suis admiratif. C'est génial, Monsieur François Bon. Nighthawks, c'est un retournement, la ville peinte comme intérieure, quand on a ça devant les yeux. Et je saute parce que chaque chapitre fait une page ou deux, et tu dis, nous ne savions pas, même lorsque nous avons découvert Nighthawks il y a si longtemps, qu'il deviendrait la plus exacte allégorie du devenir de nos villes, et que maintenant que ce n'est plus peinture, cela nous terrifie encore plus. Tu es en train de dire que la peinture est devenue réalité et qu'on habite dans ça. Bah, si tu le dis comme ça, je veux bien. Après, moi, Hopper, non, mais euh, quand je l'ai vu, je sais que c'était une expo qui était à Marseille. Je m'en souviens parce que c'est l'année où j'étais à la Villa Médicis. Donc, où effectivement, pour moi, c'était 85. J'avais quand même déjà, je sais pas, 30 ballets. Mais j'avais publié un premier livre et tout ça. Mais c'est le moment où, dans le fait d'avoir publié, bah, il me fallait cette culture artistique. C'est pas une question de culture, c'est que tout d'un coup, il faut se former. Et le mot former, toi et moi, on sait comment il peut être extrêmement fort. Et donc à Rome, évidemment, j'ai pris Caravage, le Bernin, etc., etc. Et à Marseille, il y avait cette expo Hopper. J'avais jamais entendu parler de Hopper, mais en 85, Hopper c'était encore pas méconnu, mais il y avait presque pas de bouquins. Enfin, il y avait rien quoi. Et c'est dans cette expo, moi évidemment, j'en ai pris plein la gueule. C'est comme si j'avais toujours connu ça. C'est comme si c'était une peinture dans laquelle tout de suite, pourtant je connaissais Munch, Edward Munch, tout ce qui était déjà pour moi des trucs extrêmement proches. Et donc Hopper m'a accompagné depuis lors. Et j'étais pas allé aux US d'ailleurs. C'est bien plus tard. J'y suis allé et que j'ai découvert justement Charles Schiller et et que c'est pas Hopper seul, que c'est toute une période. Mais cette question de la réalité, pour moi, elle me rejoignait à l'endroit où, dans la littérature, on est tout le temps à s'expliquer avec. On a même fait le pèlerinage à Cape Cod, là où il y a cette espèce de phare, là, mais en fait, c'est le phare, il a été transplanté à 400 mètres de distance, etc. Et ensuite, c'est un éditeur, enfin, c'est Catherine Floïc, qui avait lancé une collection qui s'appelait Musée secret. Et il y a eu, je pense, une quinzaine ou une vingtaine d'auteurs de toutes sortes. Chevillard a fait un Chessac, Marine Diaye a aussi été dedans, je ne sais plus ce qu'elle a fait. Enfin bon, j'en ai toute une gamme à côté. Et on avait le droit de prendre, son truc, c'est de faire des petits bouquins. Donc elle ne payait pas trop cher les reproductions. On a triché aussi parce que j'ai découvert qu'il y avait des tableaux de Hopper qui avaient été achetés par des spéculateurs et qu'on n'a pas le droit de reproduire uniquement parce qu'ils veulent faire monter la cote. Et donc j'avais là l'idée de composer un petit livre, mais Hopper n'était pas du tout là encore iconique comme il est devenu aujourd'hui. Et donc de s'expliquer, j'ai découvert par exemple
Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur l'atelier, d'ouvrir. Et c'est là où ça me rapprochait des questions d'écriture. Alors, Nighthawks, peut-être, mais je pense à la photo que tu montres, là, cet escalier. Il était en 1910 à Paris, et Si. c'était l'escalier de Sapiole. Et avec cette jolie boule, d'ailleurs, qui est la même que dans la maison de Proust, tout ça, la boule en verre. Et quand il est revenu aux US, ses profs lui disent, mais t'as fait quoi avec ta bourse? T'as vu Picasso? Il n'avait jamais entendu parler de Picasso. Et il dit, mais qu'est-ce que fait voir les peintures? Et il avait juste peint son escalier, sa cour, sa porte, etc. Et là, moi, je me retrouvais aussi. Et par exemple, dans cette période de la guerre, 39-45, lui, ce qu'il peint, c'est les cinémas. Et les cinémas de New York, c'est évidemment comment tu rends compte du mouvement sur l'écran. Donc, il y a ces jeux de composition d'étoiles qui sont immensément célèbres aussi, mais l'ouvreuse qui attend sous la lumière intérieure, et puis une espèce de grille déformée, indistincte, qui montre que sur le film, il y a encore, que sur l'écran, il y a encore le film, etc. Et ces questions-là de mouvement, par exemple, il y a une autre toile, moi aussi, ça s'appelle Intérieur New York. Quand il rentrait de son atelier à chez lui, c'était par le métro aérien. Et tous les jours, à la même heure, il voyait un bureau où le gars était en train la secrétaire était en train de ranger des papiers. Et quand il arrivait, et le gars assis à sa table, quand il rentrait, la première chose qu'il faisait donc à la maison, c'était de prendre un calepin et de redessiner exactement ce qu'il avait vu en 3 ou 4 secondes sur, enfin, juste le temps de passage du métro. Et la toile qu'il fait, qui produit ensuite, c'est une toile où, bizarrement, il y a beaucoup moins. Elle est entièrement fictionnalisée par rapport à la suite des esquisses qu'on a, qui sont ce que tu vois comme ça en une fraction de seconde. Et ça, pour moi, par exemple, c'est une phrase de Curtius sur Balzac, sur laquelle parle, moi, que j'ai croisé dans Walter Benjamin, c'est toute poésie procède d'une rapide vision des choses. Et cette question de la rapidité de vision et que finalement, que l'œuvre, tu la produis plus en enlevant des choses qu'en essayant de coller au réel, et que la fabrique du réel chez Hopper, elle soit comme ça. Bon, voilà, c'était le plaisir de faire ce petit bouquin, quoi. Ce qui est intéressant pour le situer dans ce que je raconte quand tu n'es pas là, c'est ton intérêt pour le travail, c'est-à-dire pour le travail en train de se faire. Quand tu parles d'atelier, j'avais relevé cette toile-là, mais je vais passer à la suite parce que tu dis, et pour le prof d'histoire de l'art, c'est intéressant comme tout, aux leçons et secouches du moderne, avoir préféré l'âpreté de Degas ou Daumier. Avoir ignoré Picasso et préféré peindre son escalier et sa cour. Le changement, et il me semble que c'est l'étape d'après dans ton travail, c'est indépendamment de cette question de travail dans les deux sens du terme, d'écrire le travail et de s'intéresser au processus qui fabrique. Dans celui-ci qui date de 2013, je voulais prendre deux exemples et demi. Dans le paragraphe 5, tu dis, je ne sais pas comment on peut résumer ce bouquin. Si, c'est facile. Là, la quatrième de couverture m'a aidé. Tout comme nous aujourd'hui, Marcel Proust a vécu une période de grande mutation technologique. La voiture automobile permet de parcourir le territoire à sa guise et transforme le rapport espace-temps. L'avion aussi, la photographie inonde l'imaginaire, le téléphone relie miraculeusement les êtres séparés. L'électricité modifie les pratiques quotidiennes, la recherche du temps perdu se fait écho de ces innovations et Proust est un contemporain attentif. Et dans ce passage 5, tu dis « Je m'ennuie après votre photographie ». Ouvrir le dossier des 198 mentions du mot photographie dans la recherche. On n'est plus dans les années 75-95, mais tu utilises un moteur de recherche pour voir le nombre d'occurrences du mot photographie dans l'œuvre, et c'est à partir de ça que tu vas regarder ce que signifie, quelle place a la photographie. Et tu dis le paragraphe d'après, dans Proust, Évin, le premier roman avec téléphone. Et j'avais l'impression, dans ton livre, après le livre aussi, et dans, par exemple, une vidéo de Pau que je pourrais citer, que c'est ce rapport entre l'histoire personnelle et la grande histoire
qui est au cœur de ce qui t'intéresse? Bah, on ne choisit pas ce qui vous intéresse. Pour moi, effectivement, il y a un lien vraiment direct entre après le livre, là, donc sur la mutation du livre, puis ce petit bouquin que j'ai fait après, la autobiographie des objets, là, qui est aussi sur une sélection d'objets, mais dont le point de départ, en fait, c'était l'Alzheimer de ma mère. Et ce qui s'est passé pour Proust, et puis même ce que j'essaye de faire sur Lovecraft ensuite. Moi, Proust, c'est l'importance que ça a eu. Enfin, les grands événements de lecture, pour moi, ça a été la chance de lire quand j'étais tout gamin et vivant dans un village où quasiment c'était toujours le même repère. Même on s'est aperçu très tard que j'étais myope, puisque dans le village, il n'y a rien qui permet de déceler des choses. Il y a des choses qui changent. Et puis, à 15 ans, la lecture de Balzac, où là, pour moi, c'était une sorte d'énorme coup dans la gueule de partir dans le Balzac complet. Et Proust, c'est quand j'étais justement dans ces périodes d'usine. Et évidemment, moi, tu cherches à te débrouiller, tu cherches à apprendre, tu sais qu'écrire, c'est devenu extrêmement important. Et pardon, c'est ma fille qui m'appelle, elle doit avoir un problème de fusible. C'est pas grave, ça attendra. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'étais rentré dans la lecture contemporaine, parce que il y avait par la poésie, par les lectures à Beaubourg, etc. Donc, mais là, tu sais qu'il faut que tu t'appropries la littérature. Et par exemple, Faulkner et Proust, c'était les noms, j'avais lu Claude Simon, mais c'est les noms qui étaient là, des noms tutélaires. Et quand je prenais Faulkner, j'y comprenais rien. Et quand je prenais Proust, je disais, mais qu'est-ce qu'il lui trouve à ce type, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces machins d'aller parler de masturbation dans un lavabo, excuse-moi, mais et puis c'est une période où je faisais des chantiers donc pour cette usine, et alors que ça fait 2 ans que je trimballais Proust dans le premier tome Pléiade que j'arrivais pas à décoller. Je l'avais emmené à Bombay pendant un truc qui avait duré 6 semaines, et je l'ai lu en entier dans ces 6 semaines. Et depuis, je l'ai relu en boucle. Pour moi, c'est devenu constituant parce que justement, quand il appréhende quel que soit le réel qui vient là pour le récit, si c'est un corps, il y a un vêtement. Si c'est le visage, bien, il peut y avoir la médiation par l'appareil photo. Savoir la vie privée des gens, et c'est ce fabuleux passage où effectivement la vie privée des Swann dans leur hôtel, eh bien, ils sont en 1890 dans les premiers à se doter de l'électricité à Paris. Et tout d'un coup, de l'extérieur, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et dans Proust, à chaque fois, ces choses-là, il les dissout. C'est-à-dire que quand on essaye d'attraper du réel, bof, ça s'en va. Et ça, par contre, il le travaille picturalement. Par exemple, sur les peintures de Monet, quand Monet s'obstine à travailler l'estran, c'est-à-dire les endroits où on ne sait plus si c'est la terre ou la mer et la fusion des deux, quand ensuite, lui, fictionnellement, il invente ce peintre qui s'appelle Elstir, qui a plein d'incarnations de peintres différentes selon l'endroit de la recherche, mais il y a l'ombre des jeunes filles en fleurs, il visite l'atelier d'Elstir, et tout d'un coup, c'est la confrontation de l'atelier, donc cette dissolution de est-ce que c'est de la terre, est-ce que c'est de l'eau, prise à Monet, et à quelques autres, parce que j'en pose, c'est jamais si univoque, avec ce qu'il a devant les yeux depuis l'atelier d'Elstir, c'est-à-dire ce tout petit fragment de falaise Carquewi qu'il représente. Et après, moi, je m'étais toujours dit qu'un jour, ces choses-là, ce serait bien que je m'explique avec. Et en 2013, donc, ça a été c'est à New York, la fille attachée culturelle, elle me dit ah ouais, mais là, qu'est-ce qu'on s'emmerde, ils nous demandent de faire des trucs pour le centenaire de Proust. Je dis, attends, mais c'est quoi le centenaire de Proust? Ah ben non, c'est le centenaire de la publication de Swann. Et comme à ce moment-là, j'étais hyper dans les blogs, je me suis dit ah ben génial, moi je vais faire pendant 3 mois 100 fois un billet tous les jours, une espèce de contrainte où je prendrais un aspect de Proust. Et c'est venu comme ça. Du coup, le téléphone, l'électricité,
Et évidemment, pas que ça, puis je joue avec d'autres choses aussi. Mais En fait, on dirait que l'élément technique ou l'élément de réel va servir de prétexte pour regarder autrement. il y a 100 chapitres, donc il y a ça aussi. Et c'est ça, moi, qui est important. C'est pas travailler, c'est pas mettre en. Philosophiquement, ça peut être important. C'est-à-dire, des penseurs comme Simondon, pour moi, ce sont des gens qui ont réhabilité, ou en tout cas qui ont ouvert la pensée à cette question de la technique. Mais ce qu'il faut toujours interroger, c'est en quoi. Enfin, c'est le contraire. C'est pourquoi euh, la pensée dominante évacue ces choses-là, alors que c'est totalement naturel d'être là-dedans, quoi. Mais c'est Proust, c'est pas ça. C'est que si on se déplace, au début, là, dans Swann, il y a le premier séjour à Balbec, il y a un des plus fabuleux passages de Proust, ils sont dans la vieille charrette très lente avec la grand-mère et la marquise de Villeparisis, et il y a un moment, il y a 3 arbres juste comme ça, qui se confondent et qui évoquent un souvenir. Mais le souvenir, il est à la fois imperceptible, et puis, même si c'est à la vitesse très lente du cheval et puis de la vieille diligence là, qui les ramène à l'hôtel, l'image des arbres s'est dissoute avant qu'on ait retrouvé le souvenir. C'est monumental chez Proust, ce truc. Et là, il n'y a pas de technique. C'est 3 arbres et un cheval. Par contre, après, par exemple, dans la prisonnière, il y a un moment donné, il y a une réflexion sur la vitesse. Et quand je pense à la vitesse en automobile, pour me la représenter, c'est un passage qui fait 12 lignes, quoi. C'est deux comme ça qui passent. Si je pense à vitesse en automobile, moi, quand je suis dans la chambre, mais l'idée de vitesse, c'est quand une automobile approche et que le bruit, quand elle approche, est dissymétrique du bruit quand elle s'éloigne. Parce que à mesure qu'elle s'éloigne, on tend l'oreille, on a l'impression que ça dure longtemps, et que par contre, quand elle approche, le temps qu'on le distingue, c'est comme si elle était déjà là. Et que dans cette dissymétrie, moi, ce qui me revient, c'est l'odeur d'essence. Et pourtant, j'ai pas d'odeur, puisque j'ai juste le son dissymétrique de la voiture, je suis dans la chambre hermétiquement close, mais ce qui me revient, c'est l'impression d'essence. Dissymétrie, impression d'essence, et là, je sais ce que c'est que la vitesse. Et bon, c'est un plaisir que d'aller regarder ces trucs-là, parce que c'est nos outils pour aujourd'hui, quoi. Je vais trop vite. Dans ce après le livre, j'ai cité, quand tu n'étais pas là, ton texte sur le rhinocéros de Dürer, et je voulais juste signaler, mais je ne vais pas te laisser la parole, que dans Qu'est-ce qu'une œuvre, à propos de Kafka, juste cette phrase où tu dis qu'est-ce qu'on n'entend pas sur l'exercice du blog, l'écriture au jour le jour, la diversité des thèmes et notes, le quotidien et l'intime qui se mêlent aux essais de fiction. C'est ça que je pensais que tu disais dans ces objets, en fait, le quotidien et l'intime qui se mêlent aux essais de fiction. Et pourtant, chez Kafka, ce n'est pas seulement le journal qui témoigne de cette pratique, mais toute l'œuvre, lettres et récits compris. L'œuvre, c'est quoi donc l'œuvre de Kafka? Et en fait, ta pratique à partir de 97 de site internet comme objet d'écriture, en fait, va avec cette réflexion sur tout ce qui est autour du livre, qui n'est pas que le livre, en fait. Et après le livre, maintenant c'est pareil, c'était 2010-2011, enfin ça a 10 ans, je pense que le contexte a changé depuis et notre regard depuis a changé. C'est-à-dire comment, par exemple, il y a 10 ans, le concept de publication, on ne savait pas comment c'est pas celui qu'on mettait en avant. Ce qu'on mettait en avant, c'est le livre en tant que 8 coins et 6 faces, et que cet objet avait une pérennité. Aujourd'hui, la pérennité du livre, c'est des papiers acides qui jaunissent, qui disparaissent, on les trouve plus, ils sont indisponibles, pilonnés, etc. Le livre ne comporte plus en tant que tel la pérennité même qu'ont les bases de données et les traces web, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, ça change en permanence. Par contre, dans l'idée
qu'est-ce que dans Kafka, on voit, tome 1, c'est les romans, c'est les 3 romans, tome 2, c'est les nouvelles, tome 3, c'est le journal, etc., etc. Alors que Kafka, il a laissé sa correspondance, mais il a surtout une 60 cahiers comme ça, et que pour lui, écrire, c'est un travail au quotidien, un moment au début d'après-midi, un moment après vers de 10h30 du soir jusqu'à 1h, 3-4 fois dans sa vie, il sera barré dans des écritures où ça va durer toute la nuit, mais c'est ce registre du quotidien. S'il écrit des lettres, ce jour-là, il n'écrit pas de nouvelles. Par exemple, la période où il est très amoureux de Felice Bauer, c'est une période où quasiment il n'y a pas d'écriture de fiction. Et par contre, quand il y a la rupture avec Felice, là, avec le frère et le père de Felice l'attendent à Berlin pour lui dire maintenant, petit gars, tu remontes, on te remet dans le train, tu repars à Prague et on veut plus te voir. Il arrive à Prague et il commence le procès. Et tous ces trucs-là, c'est vrai que même aujourd'hui, là, il y a les éditions Nous qui viennent de produire une nouvelle édition du journal. Moi, je m'y reconnais pas, j'arrive pas à le lire, quoi. C'est pareil pour Baudelaire. Les fleurs du mal, ça n'existe pas. Enfin, c'est un écosystème entre les épaves, entre les brouillons, entre les différentes rééditions, les ajouts de Baudelaire, les poèmes rajoutés, mais sans réinsérer les épaves, etc. Et toutes ces choses-là, il faut que nous, on apprenne à le reconceptualiser justement dans une étape de publication qui est beaucoup plus mobile et fluide parce que c'est de bases de données qu'on traite, alors que c'est la même vieille tâche de littérature. C'est-à-dire, on est dans une période de transition. Moi, je vois pas comment, pour moi, je pourrais écrire en faisant semblant comme je le faisais il y a 20 ans, c'est-à-dire tu es tranquille, tous les 2 ans, tu sors un livre, c'est bon, tu as des articles dans la presse, tu peux avoir des traductions, etc. Tu vas faire des émissions de radio, puis à France, puis tu fais un film de temps en temps chez Arte, puis c'est bon, j'ai élevé mes 5 enfants, j'ai payé les petits Suisses et les paquets de couches, etc. etc. Mais là maintenant, c'est pas possible. Ce qui est fascinant, c'est qu'est-ce qui se réinvente dans les périodes de mutation, quoi. J'avoue que après le livre, euh, si je disais d'en lire qu'un seul, on ne dit pas ça devant l'auteur, je lirais celui-là. Et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, quand on parle dans ces années contemporaines, après 65, de la disparition de l'auteur, c'est ce que le monsieur Bon vient de dire. Je voulais mettre une petite touche légère, il nous reste 20 minutes, c'est que tu as écrit un livre et en même temps il y a des dessins de Philippe Cogniet que j'imagine tu as dû rencontrer quand tu es devenu enseignant en 2013 à Cergy. Et comme j'ai pas encore parlé de Philippe Cogniet et qu'il y a ton portrait, je voulais savoir ce que ça faisait de devenir une peinture. Restons légers. Il y a 2 mois, je me suis dit, mais où est barré ce truc? Et je l'ai cherché, et je sais qu'à un moment, parce que je voulais pas le voir, je l'ai planqué il est là dans ma piole, planqué quelque part. Et encore il y a 15 jours, j'ai essayé de le retrouver, j'arrive pas. Et il a peinturé Bergogneau aussi, c'est un copain qui nous les a offerts à tous les deux. Moi, il aurait mieux fait de m'offrir le Bergou et tout ça. Et Cogniet, je l'ai pas connu à cause de Sergi. Moi, j'ai enseigné aux Beaux-Arts, mais il y était à Paris. Mais les 2 ans où j'y étais, lui, il n'y était pas encore. Et c'est une expo qu'il faisait à Chambord, pour laquelle le gars de Chambord m'a demandé de participer au catalogue. Et c'est comme ça qu'on est devenu, que je suis entré dans son atelier. Après, Ce qui ce est un peu bouquin-là, particulier, c'est que ce sont des dessins. ouais, mais c'est un éditeur véreux, l'atelier contemporain, qui en fait ne paye pas, ne donne pas de compte, etc. Et commande aux artistes. Donc moi, je ne savais pas du tout, même il s'est prévalu du fait que cette amitié avec Philippe pour aller le taper de dessin et qu'il a revendu ensuite.
Voilà. Donc, mais ça, moi, j'ai des dessins, je les ai découverts dans le bouquin, si tu veux, ça n'a rien à voir avec le bouquin. D'ailleurs, depuis, le gars m'a redonné les droits, je l'ai reprise et je l'ai republié ce livre avec un autre titre, en version, enfin, qui est augmentée d'ailleurs. Mais bon, c'est Ce qui me permet pas. de continuer à suivre le fil de ce que tu racontes, c'est sur ce quatrième de Ouais, je couverture. me perds dans des détails et tout ça. Mais non, mais non. Le rapport de chacun, de notre corps dans la ville. Et il y a dans les dessins de Cognier qui sont très beaux, d'ailleurs, sont des décors un peu flous, mais on va y venir après. Et c'est pour ça que tu te retrouves flou en peinture. En 97, Forcément, puisque lui, il travaille avec de la cire et par-dessus, il met des coups de fer à repasser. Donc, c'est sa façon. en 97, tu deviens tu es le pionnier de la littérature sur Internet. Non, qu'est-ce que c'est? Mais ça, faut faire gaffe. Ces trucs, c'est des clichés qui traînent C'est partout. pour ça que je te le balance dans les dents pour que tu Ouais, sois pas d'accord. J'ai d'accord. pas été pionnier de rien du tout. Et ça encore, c'est très fascinant à distance de voir comment c'est venu très progressivement. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas combien, mais une fois, j'ai fait un recensement de mes différentes machines à écrire. Et en 85, par exemple, il y a eu la première machine à écrire. Donc, c'était une Adler avec Marguerite, mais sur laquelle il y avait un tout petit écran afficheur. Et sur cet afficheur, on pouvait corriger les fautes de frappe des 15 dernières lettres. Et là, ça a été une vraie révolution. Et quand on arrivait au bout de la ligne, la machine, hop, elle t'appelle les textes de toute la ligne. Et la première fois que j'ai vu un ordi en 88 à Berlin, enfin des ordis, moi, ça remontait à les premières cartes Fortran, c'était en école d'ingénieur en 72, mais j'aurais jamais imaginé que ça pouvait rejoindre la littérature. Même les textes à l'époque, il y avait déjà le Gutenberg Project. Le texte de Pérec sur littérature et ordinateur, c'est 1969. Mais ça, moi, ça m'est venu bien plus tard, bien plus tard. Pour moi, l'ordinateur, c'était juste un outil. C'était une machine à écrire qui se perfectionnait. Et à Berlin, la première fois, c'était dire, mais attends, où elle est l'imprimante, quoi. Enfin, où est le papier, comment le papier sort. Je n'avais rien compris à ça. Et ensuite, ce qui est venu progressivement, c'est qu'on a commencé à s'échanger des fichiers avec les modems. Et puis, tout d'un coup, 96, j'apprends par Le Monde que la fac à Genève, un mec avait mis les fleurs du mal, qu'on pouvait télécharger les fleurs du mal. Et c'était pas simple de se connecter à Internet. Il fallait prendre un compte chez CompuServe. Ensuite, on attendait les porteuses. Ensuite, il fallait aller télécharger Netscape 1.0 sur un serveur d'Aix-en-Provence. Et là, paf, tout d'un coup, en quelques secondes, les fleurs du mal débarquaient en fichier. Et le mec, moi, j'avais toute une transcription de Rabelais d'après les éditions originales qu'on avait publiées chez POL. Donc, pour le remercier des fleurs du mal, je lui ai écrit par la poste en lui disant « Est-ce que vous voulez une disquette avec mes Rabelais ?» Et ça a commencé comme ça, par un truc complètement collaboratif. Mais pour moi, les premiers souvenirs de ces années-là, 96-99, c'est les réseaux collaboratifs de mise en ligne de texte. En particulier un qui s'appelait ABU, Association pour la Bibliothèque Universelle, qui était lié au Conservatoire des Arts et Métiers, là, le CNAM, là où Benoît, d'ailleurs, Benoît a toujours été très proche de cette équipe-là. Et donc, il n'y avait pas de pionnier, si tu veux. C'est venu, et la réflexion américaine sur, évidemment, qu'est-ce que ça change en prof. C'est-à-dire comment, à ce moment-là, il s'agissait de se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est une lettre? Qu'est-ce que c'est la page? À quel moment la page, ça s'est inventé? On n'avait jamais été fondé à ces questions-là. Et par contre, il y avait des gens, par exemple Roger Chartier, qui est au Collège de France, et je pense qu'il y est toujours, qui en 2000 à Beaubourg avait organisé un colloque, pour moi le premier colloque là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le numérique pour la littérature? Et là, à ce moment-là, oui, s'ouvraient des univers complètement dingues. C'est-à-dire,
En quoi, tout d'un coup, l'histoire du livre? On n'avait rien à foutre de l'histoire du livre. Ça existait, c'est-à-dire en France, tu as les formations métiers du livre et les, soi-disant, les facs de lettres ou les écoles d'art pour les auteurs, mais ça connectait pas les uns les autres. Or, pour moi, Rabelais, c'est un gars qui écrit sur une période de 20 ans, et c'est juste le tout début de l'imprimerie et le moment où la langue s'est stabilisée. Et cette histoire-là, c'est-à-dire on connaissait les étapes du livre, les codex, les rouleaux, Hérodote, etc., Homère, et puis l'arrivée du papyrus, etc., etc., le passage. Mais par exemple, même l'imprimerie, nous, tu demandais à l'époque qui c'est qui a inventé l'imprimerie? Ben, c'est Gutenberg, monsieur. Mais on n'avait jamais regardé l'histoire des transitions. Et on était dans une transition qui avait déjà commencé, dont on savait qu'elle bousculait la totalité des bibliothèques, des recherches, de l'organisation mentale de la mémorisation de l'écrit, du livre, etc. Sans parler des circuits d'information, du rôle de la documentation. Tout ça, c'est venu à une vitesse. Et je pense que même pour les types dans mon genre qui se sont fait immerger là-dessus dès fin des années 90, on n'aurait jamais imaginé une secousse aussi profonde, aussi radicale, aussi rapide. Et pour donner deux échos, tu parles de littératube, c'est pas toi qui as dû inventer le terme, c'est-à-dire une forme d'édition, comme on te voit là, en train de présenter un livre régulière, ça peut être quotidienne, ça peut être hebdo. Ça encore, pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, dans l'histoire de la littérature, tout simplement, tu veux Baudelaire ou tu veux le truc, tu prends un bouquin et puis je pense que c'est ça, Wilhelm Flusser, Tchac, et puis tu sais rien du reste. Ni la biographie du gars, mais ça, bon, on commence un peu, enfin ça, c'est classique, mais Kafka, il faisait des lectures à haute voix. Est-ce qu'on a une trace des lectures à haute voix? Proust, par exemple, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il a une page totalement transcendante sur qu'est-ce que changerait pour lui d'avoir une trace matérielle de la voix de sa mère. Or, Proust est mort en 1922 et les premiers enregistrements qu'on a, c'est Ernest Renan en 1896. C'est-à-dire que techniquement, la reproduction de la voix humaine, elle est déjà acquise avant, bien avant même la mort de la mère de Proust. Et on a la voix de Renan. Je ne sais plus chez quel gars, il y a Edison qui est en visite en France, qui a laissé son enregistreur, et Renan fait une démonstration. On a des enregistrements d'Apollinaire en 1913. Donc Proust aurait très bien pu faire ces choses-là. Baudelaire lisait à voix haute. Tous ces gens-là, pas Proust, mais Baudelaire, mais Kafka et d'autres, dessinaient. Par exemple, si on prend la liste des écrivains du 19e siècle qui ont photographié, c'est immense. Alors, on connaît évidemment les photos de Victor Hugo, mais les photos de Gérard de Nerval, on les a perdues. Les photos de Théophile Gautier, elles n'ont pas été conservées. Etc., etc. Donc ce côté-là, tu vois, c'est comme s'il nous fallait réinventer une histoire pour comprendre comment nous aujourd'hui on travaille. Mais la question, c'est-à-dire que la littérature, Mallarmé tous les mardis reçoit les gens dans sa rue, là, je sais plus comment s'appelle la rue au-dessus de la gare Saint-Lazare, là, près du pont, là, pont de l'Europe, là, et ce qui se passe là, dans les mardis de Mallarmé, c'est un fait collaboratif qui est complètement déterminant pour la mutation de la littérature à cette époque-là. Nous, tous ces aspects-là, les carnets de croquis, je pense à un gars comme Éric Pessan là, qui très régulièrement sur Facebook, il fait son petit dessin du matin, il balance le dessin, et ça concerne ses carnets d'écriture, etc., etc. On a la possibilité de publier, d'installer dans un partage publication au sens strict, quels que soient les étages de publication, choses réservées, tout ça, mais qui ont toujours été dans la littérature.
Alors évidemment, moi par exemple, mes premières vidéos, c'était dans l'année où je vivais au Québec, et c'était, j'avais un tout petit compact machin, et Montréal-Québec, c'était le soir dans la nuit, je mettais le truc là, dans le bus juste devant moi, j'appuyais record et je faisais une impro. Et ça, je l'insérais dans mon blog, et mais c'est 2009 quoi. Bon, maintenant, aujourd'hui, ça devient bon, tu vois ce qu'on est en train de faire ici. Oui, oui. Alors, C'est pour comment ça que est-ce qu'il y a besoin d'un nom spécial pour ça? Bon, c'est Gilles Bonnet là, à Lyon qui a dit que ça s'appelait Littératube. Moi, je veux bien, mais moi, j'utilise jamais ce nom-là. D'ailleurs, comme on a parlé avant toi, la disparition de l'auteur, en fait, tu as un terme quand tu parles de Lovecraft, si je dis pas de bêtises, où tu dis que l'auteur est comme un écosystème, en fait. Ce que tu viens de décrire, ça Bah, ressemblerait à quelque chose comme n'importe ça. quel. Oui, de travailler en permanence sur ces notions d'écosystème, on apprend à travailler une œuvre en tant qu'écosystème. C'est-à-dire où il n'y a pas de hiérarchie, mais par exemple, il faut qu'un auteur soit ultra célèbre pour qu'on publie ses lettres. Lovecraft, c'est différent. Justement, c'est un gars qui écrit toute sa vie, donc on a 35 000 lettres, sans compter celles qui ont disparu. On a tous ces carnets, ces cahiers, ces manuscrits, etc. Donc on peut travailler l'archéologie de l'écriture sur un gars qui, pendant 14 ans, a travaillé de façon... enfin, on peut le reconstituer au quotidien. Et par exemple, pour la correspondance, souvent, lui, avec ses copains, il tapait avec 4 carbones, il s'envoyait aux 4 en même temps, et les 4 répondaient aux 4. Donc, même dans la correspondance privée, on a une instance de publication. Et ouais, donc... Ouais, mais c'est pas, il n'y a pas besoin d'en renchérir là-dessus, quoi. Alors, une petite touche de légèreté, cher monsieur, parce qu'on est dans les années 75-95 et que vous avez écrit sur le rock and roll. Je voudrais, avant qu'on parle de ce livre, tu fais une vidéo qui est absolument géniale, qui est T'es gentil, c'est une de mes premières ici, elle est toute c'est une floue, vidéo mal où on foutue. voit ta propre bibliothèque, parce que pour faire court, Monsieur Bon écrit une biographie passionnante en 2002 des Rolling Stones, et c'est là où ça connecte tout ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire un rapport entre une grande histoire de hippie qui passe vers une histoire brutale après Altamont de musique urbaine, si on peut dire ça avec des raccourcis à ce point-là. Mais dans tout le système qui t'a permis d'écrire ça, tous les livres qui sont derrière toi, que tu as collectés, tu en fais une vidéo qui permet de comprendre ce que tu y as pioché, ce que tu as trouvé d'intéressant, ce que tu as laissé de côté. Et en effet, pour moi, c'est tout aussi intéressant de voir celui qui a écrit en train de travailler que le résultat. Bah, tant mieux, mais pour moi, c'est pas de la. Enfin, comment dire? Euh, Très rapidement, même dès mon deuxième bouquin, pour moi, la question de l'adolescence, c'est une espèce de bloc révélé, c'est que en 68, et justement, tout ce que tu... Et c'est pour ça que c'est super, là, ce que tu fais là, sur cette approche-là le jour pour démonter tout ça. L'histoire, c'était la grande histoire, c'est-à-dire le quotidien, par exemple, l'histoire du quotidien, Michel de Certeau, c'est 73. Espèce d'espace de Georges Perec, c'est 1973. Mais ces questions des transformations sociales, enfin, après, je ne vais pas baratiner là-dessus, mais on, qu'est-ce qui nous comment on se percevait nous-mêmes. Et justement, on ne se percevait pas, on n'existait pas, on était des petits machins ballottés. Et puis, ben, comment les garçons ont appris à danser, comment la couleur est venue aux vêtements, comment la couleur est venue dans les journaux, comment qu'est-ce qui s'est passé dans le passage de la radio à la télévision, comment on a appris dans l'autostop à voyager et puis à aller faire notre tour en Angleterre. Tous ces trucs-là, j'avais aucune trace matérielle, pas plus que, que les 90% de tous les gars j'avais plus mes appareils à écouter de la musique, mon premier électrophone, j'avais plus mon Solex, etc., etc. Et je n'ai aucune documentation. Là. Genre, il y a un copain qui m'a envoyé des
photos qu'il avait prises en 75 aux Arts et Métiers à Bordeaux. Bon, je pensais même pas qu'il pouvait exister des photos de moi entre mes 11 ans et mes 25 ans, quoi. Et puis on s'en fout. Par contre, les Rolling Stones, eux, ils ont 18 ans quand ça éclate. Et à partir de ce moment-là, ça éclate à une telle échelle que justement parce qu'aussi ils sont plus nombreux que les Beatles, ils sont moins protégés, bien on a des milliers de photos au jour le jour. Et je peux retrouver les appareils radio, les fringues, comment on occupe le temps, etc. Et tout d'un coup, comme ça, c'est documenté. Par cette documentation, je peux travailler sur mon adolescence. Et à ce moment-là, au lieu de faire un récit d'adolescence braqué sur moi, eh bien, en travaillant sur cette épopée collective, ben, je retrouve justement ce rapport individu-société et tout ça. Et pour moi, c'était un travail vraiment, vraiment essentiel. Or, c'est mon dernier travail, j'allais dire, d'avant le web. C'est-à-dire qu'il y avait le web, évidemment, mais la documentation, il fallait se la faire. Ça a été des années à Londres. Il y avait une librairie qui s'appelle Helter Skelter, comme la chanson des Beatles. Et évidemment, maintenant, une truc qui n'existe plus. Moi, le World Trade Center à New York, le dernier souvenir que j'en ai 6 mois avant les attentats, c'est qu'il y avait une énorme librairie au 2e étage. Et là, il y avait un rayon rock totalement fabuleux où j'ai ramené plein de trucs. Et ainsi de suite. La documentation était encore... c'est là où Internet change et change pas. C'est-à-dire là, je peux avoir maintenant toute la documentation que je veux sans sortir de ma petite bulle. À l'époque, il fallait aller la chercher. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que je pense à dire que ce livre est aussi l'occasion d'une extraordinaire émission de radio avec des épisodes. Je t'ai écouté plusieurs étés avant de te connaître, Monsieur Bon. Alors, chaque jour, il fallait attendre l'épisode suivant. C'était bien chiant. Et donc, je passais 3 jours sans écouter pour en avoir 3 d'un coup. Puisque tu es le narrateur et en même Bah temps, ça, c'était la mise en typique. son. La mise en son C'est-à-dire, est un jour, passionnante. j'étais à France Culture pour je sais pas quoi, peut-être un bouquin que j'avais sorti, et j'avais fait des émissions France Culture en 85, 86. Et j'ai une grosse dette à Laure Adler et à Alain Weinstein. À l'époque, ils faisaient un truc qui s'appelait les Nuits magnétiques. Et ils m'ont proposé justement de faire, ils donnaient à des... Moi, je dis, la radio, j'y connais rien, mais ça fait rien, tu vas travailler avec un réalisateur, mais dis-nous ce qui compte pour toi. Et on a fait un truc qui s'appelait De l'autre côté de la défense. Comme par hasard, tu vois, c'est une réflexion moi, qui est toujours resté là. Et la radio, pour moi, ça a été énormément formateur, y compris aujourd'hui, là, quand on fait ces vidéos et tout ça, et savoir utiliser ces trucs. Je pense que la radio, le montage et tout, ça a été une grande, grande chance de faire ça. Et donc, je croise, donc c'était en 2000, et Laure, elle me dit, mais pourquoi tu viens plus jamais des projets d'émissions, etc. Bah, je dis, mais je peux pas, je suis en train de faire un truc sur les Rolling Stones, ça me bouffe complètement, et ça fait 4 ans, et là, j'en ai encore pour 1 an ou 2. Elle me dit, bah, parlons des Rolling Stones sur France Culture. Et qu'est-ce qu'elle a pris dans la gueule, quoi. Alors aujourd'hui, maintenant, ça semble... Enfin, j'ai l'impression que les ateliers d'écriture et tout ça, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à se prendre des coups, des claques dans la figure. J'ai pas pu te faire parler de cette partie-là, justement, Mais c'était qu'on génial cette découvre. histoire de feuilleton parce que tu jouais avec, par exemple, il y avait un partenariat France Culture et BBC, et à condition de n'utiliser que des fragments de 45 secondes, on pouvait piocher dans les milliers de disques de la BBC. Et c'était. Tu as un peu la même histoire avec le Led Zeppelin? Ben, le problème des Rolling Stones, c'est qu'en 69, justement après Altamont, ils sont tellement déjà riches au sens strict du terme, qu'ils vivent de façon très protégée, et et c'est l'industrie qui prend le relais. Et ce qui se passe avant les Rolling Stones, c'est-à-dire eux, c'est 63 que ça commence. Mais ce qui se passe de 56 à 63, eux, c'est pas dans ce chantier archéologique-là qu'on le trouve, c'est chez Bob Dylan. Et dans les années 70, c'est-à-dire la massification, les grands concerts, etc., là,
c'est-à-dire comment les Rolling Stones, c'est les petits clubs de blues à Londres du début des années 60. Led Zeppelin, c'est tout de suite les stades et l'industrie et la massification à échelle mondiale du disque qui sort le même jour partout, etc., etc. Et donc pour moi, cette espèce de triptyque, c'est pour être dans ce côté autobiographique entre fin des années 60, Bob Dylan, les Stones pour la décennie 60-70, même s'ils continuent aujourd'hui et que je suis toujours accro là, à ces forums, à tout ça. Mais Led Zepp, c'est ce qui me permettait de continuer le travail, quoi. C'est-à-dire pour prendre cette histoire où s'impose l'industrie culturelle, y compris pour l'édition et pour le livre, c'était avec eux qu'on avait la piste de travail. Et d'ailleurs, pour donner envie à tout le monde de te suivre, alors soit on va sur la chaîne YouTube, on met un petit pouce bleu et comme ça on sait ce qui sort. Il y a un quatrième morceau à ta trilogie, c'est que tu as fait une série d'émissions sur Jimi Hendrix parce que j'ai cru comprendre dans l'émission que tu parlais des Non, trucs c'était sur ma chaîne, ça, c'est l'été dernier. C'était pas. C'était une sorte de livre pas fait ou en train d'être fait et qui fait que J'ai à la encore fois encore un peu de temps pour en faire. des jeunes. J'ai triché à Auchan, je me suis mis dans la queue des personnes de 70 ans et personne ne m'achetait. Ça m'a fait peur un peu. D'ailleurs, ça va permettre de faire la conclusion et puis comme ça, on va pouvoir discuter s'il y en a qui ont des questions. C'est que ça, l'autobiographie des objets, tu l'as évoqué. Musicien, c'est le moment où on peut. Alors, Tiers Livre Éditeur, c'est toi qui le fais. On peut commander par Internet, on le reçoit. Et surtout, j'aurais bien aimé qu'on parle de chez Sac, mais bon, c'est pas grave. Je trouvais que sur Tiers Livre, on pouvait découvrir les années des textes sur la chaîne YouTube t'écouter. Et ce qui prouve que tu es un mec un peu rigolo quand même, c'est qu'il y a la notice qui résume ta vie. Tu es né en 53, premier livre sorti d'usine à minuit en 82. Parmi ces autres livres sur le rock, biographie des Stones, Dylan, Led Zeppelin, il expérimente dans les années 2000 le théâtre, le film documentaire ainsi que les ateliers d'écriture. On aurait pu en parler aussi, j'avais prévu, mais fonde en 2015 sa propre maison d'édition, ce qui va avec toute cette réflexion sur l'écosystème dont on parle. Notice encore plus bref, François Bon, né en 53, chercheur inventeur en objet web de littérature, tout renseignement sur son site Tiers-Livre. Notice encore plus très bref, posthume, la disparition de son site internet à sa mort fut brièvement considérée comme une perte par quelques-uns. Ça t'amuse d'écrire des trucs comme ça? Ce qui m'amuse le plus, c'est de discuter avec toi, mais on ne peut pas le faire tous les jours. Voilà, Non, alors. mais franchement, si on se prend trop au sérieux dans tout ça, on meurt chaque matin. Et par contre, moi, il y a un moment donné où, mais après, on arrête quand on veut là. Mais tu ouvres un laboratoire, moi, par exemple Lovecraft, etc., et ou des textes un peu dont j'ai besoin, tu vois, parce que c'est ma réflexion aujourd'hui. Et puis, les éditeurs disent, ah ben non, ça, refaites-nous sortie d'usine tant que vous voulez, quoi. Et à un moment donné, je pense que c'est pareil pour les musiciens et pareil aussi pour les cinéastes, enfin en tout cas ceux qui m'importent. Si tu veux continuer le laboratoire, organise-le toi-même, quoi. C'est un plaisir aussi de fabriquer ces livres. Et puis, ce qui pourrait donner envie à tout le monde de t'écouter, c'est que presque toute la conf sur Ginapan, j'ai piqué ce que tu as dit, j'ai mis la vidéo et puis j'ai été boire une bière, hein. C'était comme ça que on a compris ce que tu faisais. Ce que je veux dire par là et qu'on a compris en t'écoutant, c'est que tu es un énorme lecteur. Et notamment, je voudrais bien que tu conclues sur ça, puisque tu l'as trouvé sans le faire exprès. Willem Flusser, qui est le grand philosophe de la photographie, puisque en ce moment je suis sur la photo, que je sorte de Barthes et de Rosalind Krauss. Et comment tu l'as trouvé? Parce que il n'est pas très connu en fait, Willem Flusser. Hop là! Non, moi, ça m'est venu dans les pattes. C'est toujours des hasards. Mais je pense que maintenant, ça y est, Flusser. Mais c'est un livre qui s'appelle Les gestes. Et c'est ce truc qui est
un peu, pas culte, mais tout ça, mais où les titres des chapitres, c'est le geste d'écrire, le geste de chercher, le geste de faire de la photo, le geste de filmer, le geste de faire de la vidéo, parce que c'est pas la même chose, le geste du retournement des masques. Je sais plus, il y a mais le geste de chercher, par exemple, c'est un truc totalement fabuleux. Lui, le geste de détruire, mais c'est-à-dire, au lieu de s'interroger sur la photo, au lieu de s'interroger sur le L'outil. stylo, etc., ou la machine à écrire, il en parle vachement aussi, mais c'est qu'est-ce qui nous relie à ce qu'on est en train de faire et comment ça passe par le corps et comment ça travaille à l'intérieur. Et ça, moi, Les Gestes, c'est un livre où tout d'un coup, c'est comme si on déplaçait la façon de voir et donc on peut s'interroger sur ce qu'on fait, le geste de lire, le geste de... Et lui, enfin, bon, voilà, c'est ce déplacement-là. Par exemple, quand il fait dans son livre sur la photo, il dit, mais la photo, les fabricants de photos organisent l'ergonomie des boutons et l'ergonomie des trucs en fonction de ce qu'ils savent de comment les gens photographient. Donc, ils produisent eux-mêmes, ils induisent qu'on va reproduire la photographie en se servant et comment on va tromper ces choses qui ont été faites, etc. etc. Et justement, c'est comment on ramène à soi là où une médiation technique se sert de ce qui est déjà là pour réintervenir. Voilà, c'est pour ça que ce type est singulier, mais il n'est pas le seul. Moi, hop là, il y a Kittler, il y a ce livre fabuleux de McLuhan, Understanding Media, là, qui est ces trucs sur c'est plutôt anglo-saxon cette idée de voir les objets par leur usage ou de voir. Flusser, c'est un type très bizarre qui est né à Prague. Ses parents ont quitté Prague juste en 1900, dans les années, juste au moment où évidemment les Juifs commençaient d'être exterminés. Et ensuite, il a vécu de façon nomade, mais en utilisant toujours la langue du pays où il était hébergé. Ce qui fait qu'il écrit en allemand, qu'il écrit en anglais, qu'il écrit en français. Il avait une maison à Pertuis, en Provence. Il a longtemps résidé au Brésil, où là, il écrit en portugais. Et il refait sans cesse des versions de ses livres dans les langues différentes. Et à 70 ans, il veut revenir voir Prague. Et le jour même où en voiture ils entrent dans Prague, il a un accident de la route et il meurt. Voilà. Je ne sais pas, mais sans que c'est pas une tradition anglo-saxonne, c'est. Tu veux dire de se faire bousculer en bagnole Non, mais c'est de réfléchir à qu'est-ce que j'aime, c'est quand je rentre dans une papeterie, qu'est-ce que sont pour moi les souvenirs d'enfance liés à la papeterie, à la rentrée scolaire, à la nouvelle gomme, au petit globe, pardon pour le lapsus. Et si aujourd'hui ces choses-là restent en arrière ou ne sont plus possibles, comment je peux avoir le même amour pour ce que je dois au texte et ce que je dois à la pensée, etc., etc. Et ça, ce mec, pour moi, n'arrête pas de me surprendre. Choses, culture, etc. La vidéo où tu expliques en quoi ça consiste est tout à fait passionnante. Qui est-ce qui a écrit un Vu que petit je les truc regarde plus jamais après, je dis que je les oublie, je peux pas te dire le contraire. Monsieur Jérôme, tu dis votre texte super m'a paru très poétique. De quel livre parlez-vous, monsieur Jérôme? On parlait d'autobiographie des objets, je sais plus, ou des où. Ah, c'est possible. C'est à ce moment-là. Ah ben voilà une question pour monsieur. Bon, tu réponds comme un grand. Ouais, mais ouais, j'ai jamais séparé les choses, quoi. C'est-à-dire dans l'adolescence, ce qui nous est le pop, l'arrivée des guitares électriques, c'était pour ceux moi, quand j'avais 12 ans, 14 ans, par exemple, c'est le moment où dans mon bled, les collèges sont devenus mixtes. C'est-à-dire qu'il y avait bah oui, mais t'avais un collège de CEG de filles, un CEG de garçons, et tout d'un coup, en 1965, ben, tu as des collèges d'enseignement secondaire où les filles sont avec les garçons.
Et tous ces trucs-là, c'est là où nos incarnations d'adolescents, c'était les 45 tours qui arrivaient chez le marchand de machines à laver et de téléviseurs, qui était devenu le plus prospère commerçant de la petite ville. Et pour démêler ces choses-là, démêler n'est pas pour moi, par exemple, mes étapes de vie, c'est d'être né dans un village en Vendée où il y avait 1500 habitants, et il y en a moins que la moitié maintenant, d'être arrivé dans cette petite ville du Poitou, là, où il y avait 3500 habitants, puis maintenant il n'y en a plus que la moitié. Et puis ensuite, en terminale, aller à Poitiers, qui était 40 000 habitants, et puis l'école d'ingénieur à Bordeaux, où il y en avait 200 000. Et puis finalement, pour l'aventure, elle commence quand tu arrives à Paris, etc. Donc la fascination des villes, c'est une espèce de fascination vers l'avant, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai eu une chance folle parce que j'aimais beaucoup ton travail et que j'ai été te supplier à genoux pour venir en résidence à Évry et que tu acceptas Et de venir regarder la ville. Et que j'y reviendrai, mon cher, quand on ne sera plus dans ces... Le livre sur Hopper n'est pas chez Tiers Livre. Si je l'ai repris, sur mon site, il est dispo. Là, voilà. Mais sans les images. Et en effet, Monsieur Jérôme parlait de sortie d'usine quand il disait que votre texte super m'a paru très poétique dans la forme et politique par son sujet, ce qui est une bonne façon de résumer. Ouais, et un grand merci. Mais à l'époque, c'était pas. Il y a eu l'établi de Robert Linhart. Et pour moi, l'établi, ça a été une grande permissivité. C'est-à-dire tout d'un coup se dire, ah mais merde, ça, on peut aussi en parler littérairement. Même si ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'espère qu'il y aura un 6e confinement. Quand je repartirai de 1800 vers en avant, je pourrais t'inviter à parler de Baudelaire un peu plus et Rabelais, puisque là aussi, sur le rapport oralité-écrit, on le devine, il y a quelque chose dans ton travail. Et le littératube n'est pas que pour faire l'original avec les outils techniques. En fait, il y a quelque chose de la littérature qui revient par l'oral. Espérons-le. Et ce qu'on a fait là aujourd'hui, c'est pareil. C'est beau ce partage et qu'on puisse le faire à distance. Merci, Monsieur Bon.